Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy. Salut Mario, je suis à distance. Oui, c'est rare. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on enregistre à distance de cette façon-là. Donc toi, t'es sur Skype. Oui, on vient d'apprendre l'existence d'une nouvelle technologie qui est Skype. Hey, qui risque de changer de nom en part ça. Oh, tu parles de l'annonce qui a été faite aujourd'hui là de. Ben oui, le réseau British Sky, c'est ça, Sky, qui a intenté une poursuite contre Skype à l'époque où avant l'achat par Microsoft. Donc, ils sont pas contents. Le nom est trop ressemblant avec Sky, le logo, tout ça. Puis, en tout cas. Moi, je trouve qu'ils sont comme dans deux marchés bien différents. Là. Un, c'est de la télévision, l'autre, c'est... Non, mais ils ont réussi avec SkyDrive là, à faire changer de nom. Ouais, on sait jamais. Peut-être que Skype va devoir... En tout cas, pour l'instant, ça s'appelle Skype. Puis, Puis pourquoi on se rejoint à distance comme ça, c'est que on va vous présenter une entrevue ou un panel que j'ai réalisé la semaine dernière. Parce que j'ai été dans les chanceux qui étaient à la conférence Build la semaine dernière à San Francisco. Eh oui, chanceux. Oui, donc comme on sait que les billets avaient parti comme en 10 minutes ou 12 minutes sur Internet, donc j'ai réussi à pouvoir m'acheter un billet à l'époque. Oui, puis moi, la journée où l'inscription était ouverte, j'étais sur une plage en République dominicaine, donc impossible pour moi de... Ouais, puis mettons l'accès Internet là, en République dominicaine, c'est probablement pas ce qui est le plus aisé, hein. Effectivement. Écoute, ben oui, la semaine dernière, j'ai eu la chance avec 3 ou 4 autres experts francophones de m'asseoir avec eux le vendredi 1er mai, donc à la suite de la conférence. Faire un petit panel où on revise les annonces qui ont été faites. Puis je dirais, ce qui est intéressant du panel qu'on a fait, c'est oui, on revise, on discute de on fait comme un récapitulatif de ce qui est annoncé, mais surtout, 3 des 5 personnes autour de la table ont eu la chance d'expérimenter avec le HoloLens. Donc, un des panélistes qui, lui, a fait le laboratoire de 4 heures, c'est-à-dire qu'il a expérimenté pendant 4 heures avec les HoloLens, il a même programmé pour ça, puis il nous raconte ça vite, comment il a vécu ça. Un autre panéliste, lui, a fait le laboratoire d'une demi-heure. Donc, puis moi, ben, j'ai eu la chance aussi d'avoir une présentation. Donc, on raconte un peu nos expériences avec le HoloLens. Donc, ça donne un peu plus de réalité à cette technologie-là qui, pour l'instant, est encore pas commercial, mais va devenir un produit commercial un jour. Puis en parlant de Build, il y a des présentations qu'on fait à la communauté MSDev Montréal au mois de mai. Oui, ben lundi 11 mai, moi je suis avec justement Éric Renaud, qui est mon partenaire d'affaires. On était tous les deux à Build, donc on va justement faire un petit récapitulatif. Mais vous faites aussi un peu plus tard dans le mois de mai une semaine après. On fait quelque chose d'un petit peu plus concret. Donc, moi, je vais démontrer comment on fait tourner une application ASP.NET sur Linux dans un conteneur Docker. Puis aussi pour faire rouler sur un Mac c'est la même application là. Ben, écoute, sans plus tarder, on va faire le saut. Donc nous, on est mercredi le 6 mai. Puis, donc, on va se reporter à vendredi dernier, 1er mai, à la sortie justement de la conférence avec les 4 panélistes. Donc, sans plus tarder, on écoute cette entrevue-là. Je suis au 7e étage de l'hôtel Palomar à San Francisco avec 4 confrères de langue française. On profite du fait qu'on est tous à la conférence Build pour enregistrer un podcast.
qui va se vouloir un peu comme une synthèse ou en tout cas une discussion sur qu'est-ce qu'on a appris ou qu'est-ce qui nous a épaté ou qu'est-ce qui nous a moins épaté pendant la conférence. Donc avec moi, j'ai Éric Renaud qui est de Montréal, MVP C#. J'ai Laurent Bugnon qui est de Suisse, mais là j'oublie la ville. Né à Lausanne, mais j'habite à Zurich. Voilà. Qui est, tu sais encore MVP? Je sais que t'es régional MVP, directeur. Windows AppDev et Regional Director pour la Suisse. Ouais. Qui est bien connu aussi dans la communauté pour un de tes projets open source qui est MVVM Lite. Exactement. Ouais. Donc ça dit peut-être quelque chose à nos auditeurs. J'ai quelqu'un de Paris. J'ai 2 personnes après ça de Paris. Donc Florent Santin. Ou, comme on pourrait dire, parce que t'es né dans le sud, de Florent Santin. Santin, oui. Avec l'accent du sud, il faut le faire. Ouais, parce que là, moi, j'essaie de faire l'accent du sud. Un Québécois qui essaie de faire l'accent du sud, c'est pas très gagnant. Donc, Florent qui est MVP ALM. Ah, je suis passé sur Azure. T'es rendu sur Azure, J'ai changé de chapelle, comme on dit chez nous. Ouais, mais c'est parce que toi, t'es capable de beaucoup, t'es très polyvalent. Donc, il y a plein de choses à faire, et puis entre le tooling et Azure, maintenant, c'est le même univers. Il n'y a plus de différence. Chez Microsoft, c'est la même chose. T'as raison. Et j'ai avec nous aussi Rudy Wynn. C'est ça, hors de Rennes pour être exact, je suis pas parisien. Breton. Une précision. Breton, voilà. Donc je suis MVP, Windows, Development, ça change chaque année de nom, je crois que c'est ça cette année. Donc, mais essentiellement du côté client. Client, ouais. Puis, comme j'expliquais, notre objectif aujourd'hui, c'est de discuter de nos impressions de la conférence. Donc, si on revient, les deux grands highlights, c'est la première journée, il y avait le keynote. Puis, donc, il y a eu des annonces de fait dans cette journée-là. Une des annonces qui est peut-être la moins importante pour nous, c'est qu'ils nous ont donné un ordinateur. Mais pour beaucoup de gens, c'était comme « Wow, yeah! » Mais je pense pas que ça soit un intérêt pour nos auditeurs. Si on revient à cette journée de keynote-là, donc c'est mardi matin, on est aujourd'hui vendredi, donc 3 jours plus tard. Le nouveau CEO de Microsoft, Satya, je ne suis pas capable de dire son nom de famille. Nadella. Donc, c'est lui qui, d'entrée de jeu, s'est présenté. Donc, qu'est-ce qu'on retient de cette première journée-là? Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a parlé d'Azure en partant. Ouais, ça c'était intéressant. Ça m'a aussi intéressé. Et non seulement d'Azure en partant, mais aussi de Office en deuxième. Et ensuite de ça, ils sont partis dans les choses pour beaucoup nous plus intéressantes. Voilà. Qui pour nous sont plus intéressantes, mais peut-être pour Microsoft, si tu regardes les sources de revenus, tu sais, Azure, premier générateur de revenus chez Microsoft. Complètement, ouais. Et Office, historiquement, a toujours été, après Windows, la vache à lait, puis Microsoft veut, on le comprend, on le voit clairement lors de la conférence, ils veulent que ça soit encore une vache à lait. Complètement. Il ne faut pas oublier aussi que c'est sauf erreur au niveau du timing, c'est la première build de Satya, sauf erreur. Hein. D'ailleurs, il était là, il a ouvert. Ou deuxième build, mais la première, il venait de commencer. Et moi, je pense qu'il y a un signal. C'est vraiment le signal que, Azure, comme tu dis, ça fait du revenu. Le revenu de Windows a tendance à baisser, le revenu d'Azure a tendance à monter. Donc, il y a une bonne vache à lait, comme tu dis. Et bon, c'est pas seulement ça, en fait. Quand on parle avec les gens qui font finalement la fortune de Microsoft, c'est-à-dire l'entreprise, eux, ce qui les intéresse, c'est justement Azure, Office, et puis Business Intelligence, et puis ce genre de choses. Moi, c'est toutes des choses qui, personnellement, c'est pas mon domaine, mais c'est intéressant dès qu'on parle justement par exemple, avec les autres Regional Directors ou comme ça, il y en a vraiment une grosse proportion qui font ça, et c'est leur gagne-pain, quoi. Puis on voit aussi que c'est vraiment basé sur les services. Ils ont même dit Windows as a Service. Donc c'est vraiment la nouvelle orientation de Microsoft. Sur Azure, ce qui est intéressant, c'est que cette plateforme, elle évolue depuis longtemps. Elle évolue rapidement. Et ça accélère. L'ouverture à l'open source, autant on en parlera sans doute après, sur Windows, c'est un peu nouveau. Par contre, sur Azure, ça fait plus de 5 ans qu'elle existe. Et ça ne les empêche pas d'accélérer. Ils ont annoncé effectivement ce rapprochement qui est réel, hein, c'est pas juste du marketing avec Docker. J'ai discuté avec des gens de Docker, Microsoft est vraiment le premier contributeur d'entreprise actif sur leur projet open source. Donc c'est pas juste du fake, c'est pas juste une annonce, c'est vraiment dans leur stratégie. Et d'ailleurs, le CEO de Docker était là. Hein, et j'ai trouvé aussi intéressant que la personne qui a fait la démo de Docker, c'était Rusinovic, qui est quand même une figure chez Microsoft. Et puis il y a quelque chose qui montre vraiment bien cette ouverture, justement. Microsoft Open Source était une partie à part.
jusqu'il n'y a pas très longtemps, et maintenant est intégré totalement dans l'équipe tooling. Donc c'est une belle synergie, c'est une chance, et c'est un beau signal que voilà, l'open source, on rigole pas avec, c'est vraiment, ça fait partie de maintenant notre ADN. Ouais, hein. Sur Azure, moi après, il y a une chose qui m'a vraiment marqué, parce qu'autant Docker, moi ça va pas forcément changer mon quotidien, mais c'est le travail qu'ils ont fait sur la partie data, et notamment SQL Database Elastic Pool, que je les trouve vraiment comme étant un service extraordinaire, parce que ça fait 5 ans qu'ils essaient de le faire. Et là, on a vraiment la possibilité de faire du scaling de base de données, ce qui était un petit peu compliqué à faire avant. Est-ce qu'on pourrait dire que ça ramène la base de données SQL comme un citoyen de première classe quand on parle de cloud? Parce que à cause que justement c'était difficile, on regardait beaucoup d'alternatives. Tout le mouvement NoSQL est beaucoup parti de ça. Est-ce que ça va rechanger la donne? Moi, je pense que ça va rechanger parce que c'est plus simple. En fait, c'est pas nouveau cette envie de faire du scaling sur SQL. Il y a 4-5 ans, ils avaient une première initiative qui s'appelait SQL Azure Fédération Services, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais qui était bien, mais qui était ultra technique, ultra compliqué, et donc du coup ça a été un échec. Et finalement, ils nous ressortent exactement la même chose, mais avec une approche outillée, intégrée dans le nouveau portail, beaucoup plus simple. Et effectivement, tu as complètement raison, Mario, ils viennent combler un problème de SQL Azure, qui est dire c'est une base de données, c'est pas scalable de base, c'est compliqué, ben c'est pas grave. On va avoir plein de bases de données, on va avoir un mécanisme pour les gérer, les agréger et compagnie. On s'entend, les ISV adopter NoSQL, surtout si tu es un startup, ça fait peut-être beaucoup de sens. Mais si tu es en entreprise, c'est SQL qui est roi et maître, puis c'est ce qu'on maîtrise, c'est ce qu'on connaît. Donc pour eux, le chemin vers Azure, ils passent par porter leurs données vers c'est une SQL. Migration, exactement. Ouais, donc voilà. Si tu as le même système, la migration est plus facile. Et effectivement, et je suis encore une fois complètement d'accord avec vous sur ça, c'est que là, c'est vraiment la première année où on peut dire SQL Server ou SQL dans Azure, c'est la même chose. Et notamment, un des freins, c'était le full text search, qui est une fonctionnalité de base de SQL Server qui existe depuis des années et qui ne fonctionnait pas dans Azure. Là, on a annoncé qu'il fonctionnerait. Ça y est. L'autre point que j'ai aimé, c'est qu'ils ont annoncé qu'elle allait avoir une offre pour les warehouses, les data warehouse justement dans le cloud. Donc tout le monde qui a des bases de données SQL vont pouvoir finalement transformer cette information-là pour utiliser Power BI, qui est une autre offre de Office justement, qui est super intéressante. Je sais que j'ai beaucoup de clients là, qui aimeraient beaucoup ça, profiter de ça demain. Parce que le message, ça nous disait, est-ce que pour Microsoft, le développeur en entreprise, vu que c'est de ça qu'on a parlé en premier, est-ce qu'on sent encore qu'il y a beaucoup d'amour vers le développeur en entreprise versus le développeur qui est plus construit des produits? C'est moins tape à l'œil que le reste. Hein. C'est pas, je veux dire, les tech blogs, etc. Ils en parlent beaucoup moins. Mais comme je disais, moi, ça me frappe chaque fois qu'on a des appels ou sur la mailing list, etc. de voir que vraiment, il y a énormément de gens qui ont leur activité là-bas. Et donc on en parle beaucoup moins, mais finalement la grande part du revenu vient de ça, pas seulement de Microsoft eux-mêmes, mais ils bougent des bouteilles là. Mais ils bougent des bouteilles, mais nous on n'est pas en train de les boire. Ouais, c'est pas nous, ouais. Donc il y a quand même ce côté. Donc moi j'ai trouvé assez sympa finalement quelque part, même si pour moi personnellement, voilà, la première, je sais pas, c'était quoi la première heure. C'était la première heure parce qu'à un moment donné, un petit peu moins intéressant. C'était pas ce que j'attendais le plus, mais c'était quand même un signe, quoi. C'est un signal quelque part. Peut-être aussi pour toute chose Microsoft, c'est la version 3 des choses qui est vraiment excellente. Puis on a peut-être rendu justement à cette version-là ou cette troisième grosse itération. Qu'est-ce qui vous a épaté ou quel est votre coup de cœur lors de la conférence? Continuum. C'est comme si on l'avait répété. Oui. Juste pour nos auditeurs, malheureusement, j'ai perdu mon enregistrement et on refait en tout cas les dernières minutes de notre discussion. Donc pour nos pauvres invités, ils ont l'impression de se répéter, ce qui est effectivement le cas. Mais pour vous qui nous écoutez, c'est la première fois que vous allez entendre leurs commentaires. Donc Continuum, qui va expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que Continuum? C'est super simple. En fait, on va prendre un exemple super simple. Je vais chez Laurent et j'ai envie de lui présenter le PowerPoint que j'ai fait pour notre prochaine session ensemble. On n'a jamais fait de session ensemble, il faudrait qu'on en fasse un. Non, il faudrait qu'on en fasse. Voilà. Alors, mais le problème, c'est que j'ai oublié mon PC. Mon PC est dans la voiture. Alors, j'ai pas envie de retourner dehors. J'ai un peu la flemme. Je prends mon téléphone. Je le branche à la télé de Laurent. Et là, on fait de la science-fiction. Parce que Rudy, son PC, c'est de la science-fiction. On est d'accord. Ouais, imaginons qu'il a plus de batterie plutôt. D'accord. Et donc, je prends mon téléphone et je le connecte via le Bluetooth, le Wi-Fi. À l'écran Miracast de Laurent. C'est ça, donc ça prend la technologie Miracast. Si on n'a pas la technologie Miracast, là, il va falloir brancher un fil vers une sortie HDMI.
Alors, je n'ai pas eu de détails moi sur ce. Ben, Moi, c'est j'ai là- entendu qu'il parlait d'HDMI à un moment, donc je pense qu'il y aura ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut un nouveau hardware, entre parenthèses. Donc, il y a le Miracast, il y a la partie. Alors, par contre, ce que je suis pas sûr, ce sera USB vers HDMI, ou est-ce que c'est vraiment qu'il y aura vraiment un mini HDMI Puis pour nos auditeurs comprennent, aujourd'hui, ça fonctionne déjà, afficher notre écran de téléphone vers un téléviseur, par exemple, HDMI. La grosse différence, c'est que c'est un autre écran, c'est un deuxième écran qui est C'est pas ça. le même. Et ce qui fait qu'aujourd'hui nos téléphones ne peuvent pas le faire parce que nos téléphones sont faits pour avoir qu'un seul écran et pas pouvoir rendre un deuxième écran. Et donc je vais pouvoir connecter à l'écran, mais je vais pouvoir aussi le connecter à un clavier Bluetooth, à une souris Bluetooth. Et le côté magique, c'est que sur la télé de Laurent, je vais pas voir mon téléphone, je vais pas voir mes tuiles, je vais voir une interface presque comme mon laptop. Je vais voir un grand écran où je vais pouvoir avoir des fenêtres que je vais pouvoir redimensionner. Et ben par exemple, ma petite application Instagram, et ben je vais pouvoir la resizer et voir mes images en mosaïque au lieu de juste une colonne. Voilà, ce genre de choses. Donc, tu jumelles un clavier Bluetooth, une souris Bluetooth, un écran, et tu as maintenant un PC, mais avec ton téléphone. Complètement. Et j'ai un PC avec mon téléphone. Et ce qui Tout est à fait. génial, on peut imaginer, par exemple, moi je voyage beaucoup, alors en ce moment, en général, je voyage avec mon PC, je voyage même encore avec l'adapteur, le wireless display là, de Microsoft, par exemple. Comme ça, j'utilise ma TV dans la chambre comme un deuxième écran. Bah, à la limite, si des fois je vais chez certains clients et puis j'ai même pas envie de prendre mon PC, je prends le téléphone, je fais ça sur la télé. Présentation PowerPoint, c'est Complètement. C'est le meilleur scénario, ouais. Ouais. Mais moi, je vois beaucoup un marché pour les étudiants. Les étudiants qui s'achètent un téléphone. Aujourd'hui, quand tu parles aux adolescents d'un téléphone, ils veulent tout iOS. Mais si on leur dit, ouais, mais là, c'est un téléphone, mais c'est un PC aussi, c'est un argument pour qu'ils puissent commencer à regarder le Windows Phone. Ouais, pour des ados, c'est vraiment. En tout cas, le Windows 10 Phone, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir l'appeler. Et puis bon, il faut quand même reconnaître que le hardware a tellement évolué maintenant qu'on a des téléphones qui sont tellement avancés quand même au niveau du processeur. Il y a même des téléphones avec GPU, etc., etc. Et ça devient vraiment intéressant. Moi, je trouve que pour moi, ça a été vraiment l'annonce. Toi, Laurent, c'est aussi Continuum. Eric, c'est ce que c'est Continuum? Non, moi, ça serait plus qu'est-ce qu'ils ont dit au deuxième jour du keynote. Ben, le keynote du deuxième jour, c'était quand ils ont commencé à parler de tout ce qu'ils peuvent faire avec le machine learning, donc être capable d'analyser des sommes phénoménales d'informations. L'exemple qu'ils nous ont donné durant le keynote, c'est quelqu'un qui a fait analyser son ADN, puis ensuite qui a dit, moi, je comparais mon ADN à toute l'ADN qui a été enregistré dans le système quelque part dans Azure. Puis en dedans de 30 secondes, il était capable d'avoir un résultat pour dire, bon, mais toi, avec ton ADN, tu sembles être prône à telle chose vis-à-vis de la population qui était dans le système. Je suis ton père. C'est impossible de faire ça. C'était impossible de faire ça il y a 5 ans. J'ai aucune idée comment le faire aujourd'hui, mais lui, il l'a fait dans un Hello World sur le stage. Donc, je trouve ça... En parenthèse, pour le client, c'était l'année du XAML, hein, et pour Azure, moi je trouve que c'est vraiment l'année du machine learning. Exactement. On a entendu partout. Ben, le message est intéressant parce que ce qu'on nous dit, c'est le matériel a disparu pour le logiciel. Ça, c'était à partir des années 80-90. C'est ce qui a fait la richesse de Microsoft avec Windows. Ça, c'était il y a quelques décades. Dans les derniers 10 ans, c'est le logiciel a disparu pour le service. C'est le cloud et tout. Puis ce qu'on est en train de nous dire, c'est que les données vont disparaître pour devenir de l'intelligence. Moi, il y avait une des slides, entre autres, où on nous montrait ça, là, j'ai fait comme, ah oui, vraiment, les données brutes, c'est plus ça, c'est de l'intelligence à partir des données. C'est ce qui est justement le data mining. Et c'est vraiment quelque chose qui s'en vient de plus en plus réel. Puis avec ça, ils ont introduit plein de nouveaux services dans Azure, par exemple Data Lake, qui est tout simplement une façon de transférer des millions de records à la seconde qui peuvent venir de tous les devices qu'on va avoir sur la Terre, des thermostats, des humidificateurs, tout ce qui est intelligent va pouvoir transmettre des informations à toutes les secondes à Azure. Puis on va pouvoir gérer cette quantité-là, puis essayer d'en retirer de l'information utile pour peut-être améliorer le sort de la planète, des choses comme ça. J'imagine, pour aucun de vous, HoloLens a été la highlight parce que vous l'aviez tous vu quand ça a été lancé en janvier. Qu'est-ce qu'on a appris de plus sur HoloLens lors de cette conférence-là? Moi, j'ai eu la chance de passer 4 heures avec, puisque... On est tous jaloux parce que... tout le monde est jaloux. Juste pour la petite histoire, il y avait une centaine d'HoloLens qui ont amené de Seattle, donc qui ont permis aux gens de s'inscrire pour pouvoir aller faire des ateliers ou aller voir des présentations. Voilà. Parmi notre groupe, Florent a été sélectionné pour aller faire le tutoriel de 4 heures. Oui. Ouais. Moi, j'ai été sélectionné pour voir la présentation de 30 minutes. Moi, j'ai fait la présentation de 30 minutes aussi. Où on n'a pas appris grand-chose de nouveau, si ce n'est le fait qu'on a vu le bidule proche. Bon, disons que moi, ce qui m'intéressait dans la présentation de 30 minutes, c'était de pouvoir mettre l'appareil.
Donc pour ça, il n'y a eu pas de problème. Mais c'est vrai que c'était quand même une expérience qui était... Ok, toi, t'as mis l'appareil. Ah, moi j'ai mis l'appareil. Ah, moi j'ai toi, pas mis la présentation. Moi j'ai vu la présentation. Non, moi j'ai fait ce qu'ils appelaient le one-on-one. C'est-à-dire le one-on-one, ça se passait... Bon, déjà, commençons par dire que j'ai jamais vu dans ma vie autant de sécurité pour une démo. Ah oui, hein, j'ai l'impression d'être dans un film de James Bond. Il fallait poser les téléphones. Ils m'ont demandé d'enlever ma montre. C'est pour une Microsoft Band, donc ils connaissent. Mais non, j'ai dû l'enlever. Poser tout dans un casier. Ensuite de ça, devant chaque porte, il y avait un employé. Dans l'ascenseur, il y avait un gars. J'aurais pas essayé d'appuyer sur un autre bouton. Hein. Il y avait une mezzanine, et sur la mezzanine, il y avait des gardiens de sécurité, un peu comme si c'était le président de la République qui était là. Il y avait, je pense, un bon... Enfin, vraiment, il y avait des employés où on voyait que c'était des employés standards, mais il y avait aussi beaucoup d'employés de sécurité. Et vraiment, les consignes étaient très claires. Et dans la chambre où on a essayé donc le HoloLens, il y avait 2 personnes. Donc il y avait une personne qui expliquait la démo. C'était par contre alors très très scripté, hein, tout à fait scripté. Mais quand même, dans le script, on avait quand même la possibilité de regarder comment c'est fait, de toucher l'appareil, etc. Donc moi, maintenant que tu as touché, est-ce que tu es un acheteur dès que ça sort? Alors moi je suis, d'une part, un acheteur dès que ça sort, oui, clairement. Ça sera comme pour tout, ça sera intéressant de voir les applications, etc. Mais d'autant plus, alors vraiment encore plus qu'un acheteur, je suis un développeur. La première heure, alors là clairement. Et d'ailleurs, mon entreprise est clairement là-dedans, donc on fait déjà des applications pour Oculus Rift, on fait beaucoup de 3D, on fait beaucoup de choses comme ça. Donc on est vraiment, je pense qu'on va être sélectionné comme partenaire assez rapidement. Dès qu'il y aura quelque chose. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a pas de programme. Enfin, c'est vraiment, ils sont tout au début. Florent, ton expérience, toi, tu as eu 4 heures. J'ai eu largement le temps de l'observer, de l'émettre à plusieurs reprises, de bien pouvoir regarder comment c'était fait. Et de développer. Ouais. Du coup, on était sur un atelier vraiment pas à pas pour manipuler les différentes fonctionnalités. Sur une dizaine d'étapes. Concrètement, on a fait du développement en utilisant du Unity. Donc le 3/4 du temps on a été dans Unity pour gérer les scènes 3D, rajouter les animations. Alors pour les animations, les interactions, les triggers en utilisant des scripts C#. Donc là on repassait dans Visual Studio avec Unity.vs. Le fait que tu étais dans Visual Studio, c'est que c'est vrai cette plateforme-là, là, c'est pas de la vapeur. Alors et justement, et à la fin, on packageait, on générait la solution depuis Unity et puis on retournait dans Visual Studio pour publier l'application, c'est une application Windows 10 universelle. Le résultat, c'est bien l'application Windows 10 universelle. On fait un F5, on envoie ça sur les lunettes via le câble USB, et ensuite on se connecte sur les lunettes en HTTP, comme sur un Raspberry, là. C'est un Windows 10 IoT qu'il y a dedans, et ça fonctionne. Parce qu'il faut dire, ça c'est intéressant, Ouais, donc en fait, ce qui est intéressant au niveau du UI, justement, c'est que donc, Windows 10 et universel va marcher sur une tonne de plateformes de IoT, donc Galileo, etc., qui finalement, ou Raspberry Pi, qui finalement, la plupart du temps, n'a pas d'écran. On peut en mettre un, mais au général, il n'y en a pas. Jusqu'à HoloLens. Et moi, ce que je me demandais, c'est, on fait une application, moi, je suis un fan de XAML, je fais mon UI en XAML. Qu'est-ce qui se passe quand je vais sur HoloLens? Et au fait, la réponse, semble-t-il, c'est que vraiment le UI XAML ne fait simplement pas de son, si on veut bien sur HoloLens. C'est-à-dire que c'est vraiment un environnement 3D, on programme en 3D. Et donc, à l'académie, donc ils utilisaient Unity. Moi, j'imagine qu'ils vont supporter aussi des choses bas niveau, donc DirectX. Après, on peut faire tourner d'autres choses. C'est spéculation, hein, je n'ai pas d'autres informations que ça. Donc il y aura un travail de développement 3D. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, en parenthèse, mon collègue et moi, on avait une petite session d'une demi-heure sur une scène à côté où on a parlé de 3D et de virtual reality et d'augmented reality et tout ça. Au fait, parce que voilà, maintenant ça devient vraiment des skills qui sont super importantes pour le futur de plus en plus avec les devices, avec les appareils qui sortent, où il faut apprendre à faire du 3D. Et malgré le fait que, voilà, il y aura certainement, donc Unity, c'est un middleware, hein, en fait, donc le but, c'est quoi? C'est d'aider. Mais toi, Florent, est-ce que tu es en amour avec la plateforme et tu voudrais développer pour ça? Ah ben oui, non mais avant de les voir, je voulais développer pour, après... On t'était déjà vendu. Ils m'ont posé la question, et maintenant, vous voulez... je veux toujours développer pour, il n'y a pas de débat sur ça. Maintenant, effectivement, je vais avoir plein de manières de développer dessus, c'est comme sur Windows 10 d'ailleurs, maintenant...
Si ça se trouve en JavaScript avec de la 3D, avec du Babylon.js, on Dans- pourra dans le- développer dessus. Hein. Dans le keynote, quand ils nous ont montré la HoloLens qui communique avec un robot qui roule IoT, Ouais, ça c'était génial. Ça c'était vraiment génial. une démo C'était qui m'a vraiment, plu. là, c'était pas comme même dans un film, c'était plus qu'un film. Moi, j'étais assis et je disais, waouh, là, j'ai l'impression Ouais, d'être ça, dans c'est un mixed vrai. reality, quoi, vraiment. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'ils ont amené le robot sur scène. Ma première pensée, c'est de regarder sur la scène pour voir si le robot était réel. Ça, c'est la Ah. première chose. Bon, en effet, il semblait vraiment réel. Enfin, on voyait que c'était une image, que c'était une vraie image, quoi. C'était pas une Donc, juste pour du nos graphique. auditeurs, il y a un robot qu'on a amené, un vrai robot physique qui est fait, qui roule Arduino avec Windows 10. Voilà. Donc, tu as le robot qui fait peut-être un vrai. 30 Raspberry Pi. centimètres. Raspberry Pi. Il n'y avait pas de Arduino, c'était Raspberry Raspberry Pi. Pi. Excusez-moi. Avec Windows 10. Je m'excuse, tu as bien raison. Donc, c'est Raspberry Pi. Mais tu sais, le robot fait peut-être 1 mètre de haut, à peu près. Et avec le HoloLens, on rajoute une partie en réalité augmentée qui est comme on faisait une tête, Le visage. un visage et tout. Voilà, les mains, le visage, etc. Les émotions, toute Et ce cette qui était chose. chouette, c'est qu'il y avait vraiment une interaction entre les deux parce qu'il y avait à un certain moment, ils ont montré un UI pour changer la couleur du robot, en fait, donc le thème, si on veut bien. Et non seulement ça changeait la couleur du robot, mais ça changeait aussi le thème sur le à robot fait. physique, en fait. Donc il y avait le robot qui n'existe pas si on regarde la scène, où on le voyait seulement quand on a le HoloLens, et il y avait le vrai robot physique qui aussi réagissait à Parce ça. que- Donc une vraiment ça c'était une belle démo, quoi. Quand ils ont montré aussi la démo où est-ce que finalement Ouais. le Raspberry Pi a une certaine intelligence, mais pas tant que ça. Mhm. Le HoloLens a beaucoup plus d'intelligence. Donc, grosso modo, il se transférait de la connaissance, comme Ouais, par il y avait exemple quelque sur chose, tout hein, le ouais. parcours pour que le robot soit capable de se déplacer. Puis là, Et moi, j'ai- d'éviter les obstacles. éviter les obstacles. Ouais, Mais là, ouais. ce que je Donc, me il y a du disais, learning en plus, ouais. ce que je me disais, c'est tout à l'heure, on va avoir, par exemple, une prise pour l'électricité dans ta maison qui va être un peu bête et stupide, elle va être une petite Arduino. Mais quand toi, tu vas arriver autour avec une autre machine Windows 10, ils vont commencer à collaborer pour faire des choses Ouais. très intelligentes Ouais. qu'on ne pourrait même pas imaginer. Donc, on peut même pas imaginer où est-ce qu'on s'en va dans le Non, temps. c'est vraiment. Et bon, en plus de ça, vraiment ce qui me fait vraiment trembler d'émotion, on peut dire, c'est que maintenant on a. Je veux dire, regarde où on est maintenant et où on sera dans 2 ans, quoi. Je veux dire, et on parle pas de 10 ans, on parle pas de 15 ans, on parle de 2 ans. Je veux Ouais. dire, c'est vraiment incroyable. Donc, quand le HoloLens va sortir, moi je pense qu'au début, ça sera un petit peu comme ils disent en anglais, novelty, hein, c'est-à-dire un article intéressant, mais un petit peu. Je pense qu'on est encore en train de chercher, on est un petit peu dans cette phase qu'on avait avec le Kinect au début, si vous vous rappelez. Et la surface avant. Ouais, la surface, avant. la table de surface, où on est un petit peu en train de chercher des scénarios, quoi. Hein, et moi j'ai un peu eu ce sentiment du team aussi, où vraiment ils nous montraient les scénarios sont très scriptés, mais ils cherchent un peu des scénarios. D'ailleurs, si tu remarques, ils ont eu, et après je passerai la parole, ils ont eu là il y avait un panel cet après-midi, donc vendredi après-midi, où il y avait des gens, il y avait par exemple un architecte, il y avait, bon je me souviens un peu exactement qui étaient les autres gens, mais aussi dans la keynote il y avait un médecin, un vrai médecin, Ouais. voilà, qui donc n'est pas Qui lui un est très ingénieur. enthousiaste. Hein? Très enthousiaste, Ouais. surtout parce que c'est un professeur et donc il veut enseigner à ses étudiants, et donc il y avait des démos où ils enseignaient. Donc ils ont vraiment pris des gens du monde réel, hein, pas des vrais- software engineers, quoi, des gens du monde réel qui pour faire ce genre de choses. Puis qu'est-ce que Laurent décrit, c'était aussi dans la keynote. Donc si vous retournez sur Internet, sur le site de Build, vous pouvez aller voir le keynote. Puis c'est un docteur justement qui, est en train d'explorer le corps humain avec le HoloLens, mais 2 aussi, c'est toute une nouvelle stratégie d'enseignement où on peut dire les élèves, mettez vos HoloLens, puis on va explorer les dinosaures aujourd'hui. Ouais. Donc Et- c'est vraiment fabuleux. Et c'est qu'un début, si on se rappelle du Kinect 1 à l'époque, on était impressionné par la Oui. capacité Ouais. du device. Kinect 2 est sorti, un Incroyable. bond énorme à côté. Énorme. Et quand on regarde le Kinect 1, aujourd'hui, on fait oui, bon, d'accord, quoi. Ouais, ouais. C'était. Ouais, au niveau de la Et- résolution et et donc, des. ce n'est qu'un début finalement. Ouais. Et donc, une chose qui est impressionnante avec ce HoloLens, c'est la stabilité. Alors, on a la possibilité, par exemple, de poser un téléphone virtuel, par exemple, sur la table. Et contrairement aux autres produits du marché, on a vraiment l'impression que le téléphone est Ouais. posé sur la table. Et on pas peut bouger au-dessus. la tête. Il Ouais. bouge pas. C'est un autre Il truc. bouge pas, il ne bouge Il pas. est stable, il tremble pas. Ouais. Il suffit d'un petit tremblement pour se rendre Ouais. compte que l'objet est faux. Et là, c'est un truc incroyable. Après, on peut se poser la question, qui est la cible en fait? Est-ce que ça va être le grand public? Parce que les démonstrations, c'est des démonstrations qui sont très orientées grand public. C'est de la gamétisation, c'est du robot, etc. Mais
vu le prix, on ne sait pas encore le prix que ça. En tout cas, les 30 public qui va minutes, être- la démo de 30 minutes était plutôt orientée sur les professionnels. Mhm. C'est intéressant. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai eu un scénario où c'était une boîte d'architecture, en fait. Et donc, on commençait avec un modèle en 3D, c'est-à-dire qu'au début, on avait le modèle en 3D sur un écran 2D, donc un écran computer. Bien entendu, quand on veut faire des modifications, c'est difficile. Ensuite de ça, ils avaient un modèle en 3D en carton. Donc un vrai modèle que les architectes font qui coûte, je crois qu'ils m'ont dit que celui-là avait coûté 15 000 $ pour le faire, quoi. Donc ça prend des semaines et ça coûte très cher. Juste ça paye d'acheter le HoloLens aux gens. Voilà, Forcément, voilà. Et là, en fait, on a pris le modèle en 2D, donc sur l'écran, on l'a fait glisser, et tout d'un coup, j'ai vu le modèle en 3D. Donc ça, c'était intéressant. Mais par contre, ça m'a moins... Donc j'ai trouvé génial, c'est vrai que ça bougeait pas, etc. Mais ça m'a moins impressionné, parce que finalement, l'expérience n'était pas immersive. C'était vraiment, bon, d'accord, je vois un objet, ok. Un truc que j'ai trouvé fantastique, c'était la souris. Donc j'avais une souris bête d'ordinateur, hein, tout à fait, donc la même que tu as à la maison, sur l'écran d'ordinateur. Et tout d'un coup, elle m'a dit, bon, avec la souris, fais-la glisser sur l'hologramme. Et j'ai fait, et tout d'un coup, j'avais une souris en 3D, au fait. Donc c'est-à-dire, j'avais un curseur que je pouvais bouger dans l'espace 3D. J'ai amené le curseur sur une surface, et elle m'a dit clique et Tu l'as augmente la taille. déplacé. Ouais. T'as fait du Donc là- drag and drop, mais en 3D. Drag and drop ou 3D, exactement. Alors bien entendu, c'était contraint, donc ça veut dire là, en fait, le drag and drop n'allait qu'en haut, parce que je voulais changer la hauteur du bâtiment. Mais quand même, ça, j'ai trouvé très intéressant parce que c'est une souris absolument standard. Donc une fois de plus, c'est le HoloLens qui fait le travail de transmettre, de traduire ça. Mais bon, ça, c'était intéressant, mais c'était quand même voilà, on voit le modèle, etc. Par contre, alors moi, ce qui m'a vraiment mis les larmes aux yeux quelque part, hein, qui m'a complètement époustouflé, c'est quand elle m'a dit maintenant on va aller voir la scène virtuelle, quoi. Et là il y avait un petit marqueur, donc un petit peu comme le Street View, hein. Ouais. Où elle m'a dit bouge le Street View, tac, mets-le là, clique, et tout d'un coup je me suis retrouvé dans la scène. Et là ça m'a fait. Ouais. J'étais dans la scène, devant le dedans. bâtiment, quoi. Et donc c'était un mix de réalité physique, donc d'image, et de réalité virtuelle. Hein, c'était une image fixe, donc pas une vidéo, donc c'était pas animé. Mais j'ai vu le bâtiment devant moi. Et en fait là, le scénario, c'était de dire, ben voilà, le bâtiment là, avec la couleur du mur qu'ils ont pris, ça s'intègre pas bien dans l'environnement, donc on va changer ça. Et ensuite de ça, il y avait plusieurs trucs. Et là, vraiment, ce moment, moi, c'est vraiment le moment que je vais me rappeler, je pense encore de 20 ans, c'est quand ils m'ont mis dans la réalité, autour de moi, je me dis, waouh, je suis dedans, quoi. Et ça, c'est fantastique. Et l'autre chose qui est vraiment fantastique, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, mais vraiment l'autre chose qui est fantastique, c'est vraiment le fait, nous on fait beaucoup de jobs pour le Oculus Rift. L'Oculus Rift, c'est une expérience qui est très égoïste, c'est-à-dire on est dedans, et je rigole parce qu'il y a c'est un plaisir solitaire, on va dire. Ouais, c'est un plaisir très, très solitaire. Et en plus de ça, il y a un petit peu cette déconnexion du monde réel où j'ai un ami qui m'a dit l'autre jour, et chaque fois qu'il met un Oculus Rift, il a peur que quelqu'un vienne et puis lui donne un coup de poing, quoi. Ouais. Parce qu'on voit pas ce qui se passe autour. Tandis que non, le HoloLens, pas du tout. On voit les personnes qui sont autour, on peut leur parler, on peut les regarder. Tu vois C'est tes mains. très beau, ouais. Tu vois tes vraies mains. Alors, moi, Laurent et Florent, j'ai une question en fait à vous poser parce que je n'ai pas eu la chance moi, de l'essayer, je n'ai pas été tiré au sort. Et je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent, c'est quoi le rendu, comment est le rendu? Est-ce que si imaginons, tu parlais tout à l'heure d'un bâtiment, si je mets la main devant, est-ce que je vois ma main? Tu vois ta main. Et si je me mets derrière? Bon, bah là en l'occurrence, j'ai pas pu parce que c'était trop loin. Ça serait intéressant d'essayer. Je pense que c'est trop loin parce que tu vois toujours les choses comme à 2 mètres de toi à peu près. Alors moi j'ai fait beaucoup d'essais du coup parce que j'ai passé du temps pour ça. J'ai notamment pu faire des démonstrations, avoir des démonstrations techniques sur la manière dont les lunettes scannent l'environnement. Donc vraiment voir la vision de ce que voit l'environnement. Et donc je me suis rendu compte que donc, si tu passes une main et qu'elle reste fixe, quelqu'un passe devant, la personne est scannée. Donc potentiellement, l'hologramme, il ne sera pas projeté s'il est déplacé derrière la personne. D'accord. Le réel peut cacher le virtuel. C'est-à-dire que le virtuel est opaque en fait. On ne voit pas mon mur ou ma télé qui est derrière. Non, c'est opaque. Ouais. C'est opaque. Ça bloque. Ça, c'est très impressionnant. C'est impressionnant. Quand tu as une table, si tu mets un hologramme entre les 4 pieds d'une table dessous, les pieds bloqueront l'hologramme, on ne le verra pas. Par contre, derrière, tu verras bien l'image. Et il y a aussi une autre expérience. Je sais que j'ai dit que je ne voulais pas trop passer tout dessus, mais il y a aussi une autre expérience. On comprend que ça avait comme été Non, c'est enthousiasmant. Ouais. C'est très difficile d'expliquer, c'est quelque chose de virtuel. Il y a une autre expérience qui m'a beaucoup impressionné, c'est le son. Ah oui. Parce qu'il y a aussi une partie audio qu'il ne faut pas oublier. Et en fait, le son est assez génial parce qu'on met rien dans les oreilles.
Donc on a le casque. Ouais, c'est sur comme sur les. Ouais, c'est temporal, exactement. Donc c'est-à-dire par les vibrations. Et quand j'ai entendu du son, là il y avait des notes. Donc j'ai enregistré une note virtuelle que j'ai placée à un endroit avec ce qu'ils appellent le gaze. Comment ça s'appelle déjà? GGM, hein, gaze. Je me rappelle plus. Mais enfin, donc on regarde quelque part. On a un petit point brillant qui nous dit, par exemple, là je regarde ton nez, je tape, je fais ce qu'ils appellent l'air tap. C'est-à-dire je fais un geste avec mon doigt pour dire maintenant je veux mettre une note là-bas. Et après elle reste là. Et donc on enregistre la note et puis ensuite de ça on peut la rejouer. Et quand on la rejoue, j'entendais ma voix donc. Et j'ai demandé à la fille qui était à côté de moi, j'ai dit toi tu l'entends ou pas? Et elle m'a dit ouais, elle entend quelque chose mais elle n'arrivait pas à totalement comprendre. Donc il y a ce côté en plus de ça que c'est vraiment surround sound, hein, c'est complètement réel et tout ça. D'ailleurs quand ils m'ont mis dans la réalité avec l'écran, il y avait aussi les sons de la rue, donc il y a ce côté, ouais, c'était vraiment tout d'un coup, on était deux, donc, donc déconcertant. Et ça, c'est très bien fait, vraiment. Donc bon travail à ce niveau-là. C'est d'un point de vue développement, du coup, en plus c'est du son géospatial, c'est-à-dire que si je suis derrière, si la scène est derrière moi, j'entends le son qui vient de. Donc il y a des trucs tout autour. Et moi, la démo qui m'a bluffé, c'était le dernier bout de développement qu'on a fait, c'est on a fait un trou dans le sol, donc on a fait tomber une balle en l'air, qui est tombée dans le sol et quand elle est arrivée au niveau du sol, elle a fait un trou, une explosion et un trou. Et donc je me suis retrouvé avec un monde un peu comme la démo qu'on voit dans la vidéo avec Minecraft derrière. Donc un monde qui apparaissait. J'avais un monde au-dessous. Et du coup de loin je voyais un trou, comme un puits loin. Et quand j'approchais en fait, je me suis retrouvé à me pencher par terre, à poser la tête par terre comme un âne. Les gens me regardaient évidemment parce qu'il y avait un monde à explorer dessous. Je voyais des oiseaux. Ça c'est bien. Et là c'est donc on étend le réel avec un monde souterrain. En fait, si on résume, parce que tu as dit tout à l'heure que tu n'avais pas le droit d'entrer avec ton téléphone, c'est pas pour pas filmer le HoloLens, c'est juste pour pas qu'on te filme toi ridicule en train de te. Non, alors ça serait bien s'il y avait ça, mais par contre alors ils ont fait beaucoup de il y avait des caméras partout. On signait qu'on acceptait. D'ailleurs la seule chose qu'on a signé quand on s'est enregistré, c'était qu'on acceptait que nos images soient utilisées. Oui, parce que le but c'est aussi que vous testiez, mais c'est que les ingénieurs de Microsoft aient un vrai retour de ce qui se passe. Alors on est en discothèque maintenant. Bon, on va quand même continuer la conversation, puis il y aura un peu de fond. Moi aussi au niveau de la collaboration, donc on parlait du convivial, etc. Ce qui est vraiment super, c'est que deux personnes avec un HoloLens voient la même scène mais avec des angles différents. Donc ça c'est très chouette. Moi j'imaginais toujours si je vais acheter une voiture, je suis avec quelqu'un, on veut changer la couleur, etc. L'autre personne voit exactement. En plus de ça, l'autre personne va voir où est ce qu'ils appellent le gaze, donc mon regard. Hein. C'est-à-dire qu'elle verra mon petit point. Donc si je dis tiens regarde là. Le rétroviseur, par exemple, la personne qui est à côté de moi avec le HoloLens va voir exactement ce sur quoi je vais. Et d'ailleurs, dans la keynote, ce qui est intéressant, c'est que pour nous, on puisse voir l'expérience de la personne. Ils avaient monté un HoloLens sur une caméra. Donc, ça avait une contraption qui était assez particulière, mais c'était assez intéressant. Je sens votre enthousiasme. Je vais prendre quelques minutes pour parler de quelque chose où je crois qu'il y a moins d'enthousiasme. L'annonce qu'on peut rouler du code Objective-C ou du code Android. Donc, est-ce que la perception par rapport à ça, c'est bien les auditeurs, nous, le bar est en train de s'ouvrir derrière nous. Eh ben, on peut en parler rapidement. En effet, donc il y aura sur Windows Phone, par exemple, c'est possible d'installer des applications qui viennent du monde Android. Attention, ce n'est pas des applications Android, c'est des applications qui sont basées sur le binaire Android. Donc, faut pas. On en a discuté juste avant que ça coupe entre nous. La conclusion, c'est attention, ce n'est pas forcément le converteur que vous pensez. Vous n'allez pas pouvoir installer Snapchat ou toutes ces grosses applications bien complexes. Toutes les applications qui ont des dépendances sur les Google, les Google Apps et toute cette Alors non, parce que ça, Microsoft se charge pour nous de faire semblant que c'est Google, mais en fait c'est Microsoft derrière. Un exemple, c'est tout simplement qu'ils vont remplacer les cartes de Google avec les cartes de Bing, par exemple. Ou les notifications, voilà ce genre de choses. Donc faut pas se faire ça sera pas la même expérience que l'expérience native. On parlait de Continuum juste avant. Continuum n'aura pas accès à ces applications Android. Les performances risquent d'être bonnes parce qu'aujourd'hui on a des téléphones qui sont quand même très puissants, mais
aussi bonne C'est quand même de que... l'émulation. C'est les expériences qui seront, les applications seront performantes, mais l'expérience pour l'utilisateur, ça risque quand même d'être des applications qui sont bâclées, qui n'intègrent pas complètement la plateforme, enfin, qui n'intègrent pas complètement la plateforme. C'est pas la même chose avec Objective-C. Objective-C, c'est pas un runtime, là, c'est vraiment, on va être capable de recompiler notre code de Objective-C. C'est plus intelligent, j'ai envie de dire, et en plus ça utilise Visual Studio, c'est-à-dire qu'avec Visual Studio, tu peux ouvrir ton code Objective-C et ton application ne risque pas de compiler tout de suite. C'est pas un convertisseur automatique, mais ça va te permettre de gagner du temps finalement. J'ai pas besoin de tout réimplémenter. J'ai ce que j'ai déjà, je peux le réutiliser. Et ça te permet aussi quand même d'adapter. Et ça, c'est ce qui me plaît dans cette chose. Et d'ailleurs, c'est la seule solution qui va aussi tourner sur les tablettes, vu que justement ça te permet d'adapter. Donc tu peux faire quelque chose. Est-ce que vous savez si on va pouvoir juste compiler des parties du code Objective-C, par exemple la logique d'affaires, puis ensuite réimplémenter juste la couche de visualisation? De ce que j'ai compris pour l'instant, c'est tout ou rien en fait. Ah, ça c'est... Et il y a une chose qui est très importante, Laurent qui est avec nous a des librairies, mais j'ai accès à ton code source. Ouais. Et il se trouve que pour le convertisseur en Objective-C, il faut aussi le code source des librairies. Et c'est pas toujours le cas. Il y a plein de fournisseurs de librairies qui ne fournissent pas. Microsoft en premier des fois. Microsoft ne fournit pas toujours le code source de ces librairies. Et ça va être vraiment une discussion difficile. D'une part, il y aura ceux qui disent qu'ils n'ont aucun intérêt à être sur cette plateforme, si même ils la connaissent. Et puis d'autre part, il y aura ceux qui disent non, ils veulent pas parce que c'est leur IP, etc. Donc voilà, donc toutes les applications iOS ne pourront pas venir sur... Dans tous les cas, il y aura un effort à faire. Et des fois, cet effort, il sera presque équivalent sur une application native. Donc ça sera... Voilà, les premiers vont peut-être se casser les dents et on verra après. Je sais que tout à l'heure, quand on discutait entre nous, on a parlé que c'est XAML qui était vraiment maintenant la plateforme pour faire du développement et que WinJS était presque pas présent dans la conférence Build. Implicitement, ce que Microsoft est en train de nous dire, c'est notre stratégie d'amener les développeurs JavaScript vers la plateforme Windows n'a pas fonctionné. Donc, tranquillement, pas vite, ça prend le chemin le plus exact. Est-ce qu'il va arriver la même chose avec cette annonce-là Ouais, ça sera intéressant. Ça donne quand même un petit peu des armes, déjà à Microsoft eux-mêmes, donc aux géants du field, qui vont parler avec les entreprises qui finalement, parce que il y a quand même un petit peu le phénomène qu'il y a des entreprises qui retirent leur application du Windows Store, etc. Donc il y a un petit peu ce problème-là. Et donc ça donne quand même une arme à ces gens-là où on peut dire si vous avez une application, et on parlait avant en fait de ça, donc ça coupe justement pour toutes les applications qui sont très locales en fait, les petites apps, moi par exemple j'étais dernièrement dans un parc national. Et il y avait une app pour ça, mais bien entendu, elle n'était pas pour Windows Phone. Alors pour l'instant, la façon de résoudre ce problème, c'est d'avoir peut-être un téléphone Android à côté qui coûte 50-60 francs. Les francs, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est à l'époque, on avait de l'argent. C'est l'unité monétaire. Ouais, donc nous, on a encore les francs chez nous. Mais par contre, il y a un petit peu ce problème qu'il faut avoir deux téléphones et tout, c'est vraiment béton. Donc là, ça donne quand même un petit peu des armes à ce niveau-là. C'est-à-dire si on peut dire aux gens, mais là c'est une petite application pour utiliser tourisme, parc national, etc. Administration, genre de choses. Exact. Et tu la charges sur ton téléphone, tu peux l'utiliser. Bon, c'est quand même intéressant. Alors, petite note sur WinJS, en effet, parce qu'il y a sûrement peut-être des développeurs WinJS qui nous écoutent. Microsoft a en effet pas très parlé de WinJS, mais il y a peut-être aussi une raison, c'est que WinJS maintenant est open source. Et donc commence à vivre sa propre vie. Il faut imaginer que WinJS, quelque chose qui a été initialisé par Microsoft et qui maintenant prend son envol et va évoluer de son côté. Donc la technologie WinJS n'est pas morte, au contraire, elle évolue de plus en plus, mais c'était pas le sujet aujourd'hui de la build. Tout à fait. Le cœur de ce qu'on nous a présenté, c'est comment programmer pour le nouveau modèle qu'on appelle des applications universelles, les Universal Apps. Donc, pour nos auditeurs qui n'auraient pas encore une idée de qu'est-ce que c'est, si on essaie de résumer en 30 secondes, qu'est-ce qu'une Universal App? Avant de résumer, j'aimerais peut-être juste dire que ce n'est pas les mêmes applications universelles qu'on nous parlait il y a 2 ans, quand on disait qu'on peut prendre du code portable entre la plateforme Windows Phone et la plateforme Windows Store. Et avec 2 couches de présentation différentes, on avait une application universelle. Mais c'est vraiment pas ça. C'est quelque chose de nouveau. Donc, les applications universelles, comme ils appelaient avant, donc moi j'ai toujours trouvé, j'ai jamais aimé ce nom en fait, parce que c'est un truc.
Finalement, on cache un marketing. petit peu. Ouais, c'était juste un tooling en fait, une façon de faire qui nous rendait la vie un petit peu plus facile, mais finalement, c'était pas différent de ce qu'on faisait avant. C'était des portable librairies un peu améliorées. Ouais. Mais Voilà. c'était aussi le début de WinRT qui était similaire sur la plateforme téléphonique que sur Ouais. la plateforme. Il y avait Donc, quand même des c'était- avantages, il y avait des synergies, mais disons qu'on finissait quand même avec deux binaires. Quoi. Exactement, Voilà. deux Ouais. binaires. Alors, la chose importante, c'est que, en effet, Universal App, c'est ce qu'on avait avant, le partage de code, qu'est-ce qu'on vient de dire. La nouvelle génération, elle a un nouveau nom maintenant, c'est Universal Windows App. Bon, voilà, alors Microsoft est très doué pour nous embrouiller avec les noms, on se Ouais, rappelle ouais. de WinRT, Windows RT. Tu vas Universal y parler de Windows plateforme. Platform. UWP. Le UWP, nouvel acronyme, ouais. c'est UWP. Alors ça, c'est la plateforme. Par contre, les applications elles-mêmes, en tout cas les gens de Microsoft avec qui je parlais, ils disaient quand même Universal App. Hein. Donc Ouais. il y a quand même, voilà. Mais la plateforme Universal Windows Platform. Mais On dit toujours métro aussi entre Mais On nous. dit l'idée, toujours c'est- métro, c'est et que Microsoft dit toujours métro. Mais l'idée, Ouais, c'est que tu écris ton code source une fois, Ouais. tu vas le publier une seule fois, un seul exécutable dans le store, Voilà. et si tu l'installes sur un téléphone, il va avoir Ouais. un comportement différent visuellement que s'il serait sur un écran de Xbox qui peut être de 1 mètre par 1 mètre. Voilà. Mais c'est la même application. Donc, nous, Ouais, un c'est peu le comme même quand on binaire. fait des sites web qui sont ce qu'on appelle responsive design, sont Ouais. responsives, c'est un peu la même approche ici là, qu'on Ouais. doit faire. Donc au fait pour le UI il y aura deux approches qui sont complémentaires. Une approche c'est d'avoir finalement un XAML et de mettre d'utiliser le Visual State Manager pour justement réagir aux changements. Donc là on parle vraiment de responsive layout, Le etc. Visual State Manager, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait en CSS quand on fait du responsive design, Ouais. quand on fait des Media Query. Media Media queries, ouais. Donc là, maintenant, ils ont ce qu'ils appellent les triggers. Par exemple, il y a le trigger qu'ils ont montré beaucoup, c'est ce qu'ils appellent l'adaptive trigger, en fait, qui permet de réagir au changement de la taille de l'écran, de la fenêtre, pardon. Et donc ça marche pas mal. Mais cela dit, plusieurs personnes pensent que ça sera, enfin, dont moi d'ailleurs, pensent que ça sera bien pour des pages simples, mais pour des pages complexes, quand même, on commence à faire un petit peu du spaghetti. Donc l'autre possibilité qu'il y a, qui moi me semble plus viable pour des pages complexes, c'est d'avoir en fait une page différente, donc un XAML différent. On parle vraiment que de la view. Et là, c'est une façon assez intéressante. Donc, on peut faire une nouvelle view XAML, on peut la mettre dans un folder avec un nom, un certain nom, par exemple Device Family Mobile. Et ensuite de ça, quand on va sur le téléphone, c'est cette page-là qui va être utilisée. Par contre, le code behind, où il y a tous les event handlers, etc., donc les événements, là, ça reste le même code. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui est très propre. Et je pense surtout quand on va sur une grande Xbox avec beaucoup de UI, etc. Et par contre, on veut porter plutôt sur un téléphone, voire même, il y aura d'autres appareils aussi, IoT, etc. De dire non, là, on va tellement enlever de choses que ça vaut plus la peine, faisons simplement un XAML séparé. Ouais. Qu'est-ce que j'aime de cette plateforme-là, c'est qu'on va avoir une seule application qui veut dire que quand je vais publier dans le store, automatiquement, je vais cibler toutes ces plateformes-là, dont le Xbox, le HoloLens. Bon, il faut quand même dire que c'est le optionnel. desktop. Et effectivement, c'est optionnel de Voilà. supporter une Donc plateforme. on peut dire, moi je veux pas que mon application est sur Xbox, par exemple. Ouais. Ce qui veut dire que à mesure que je maintiens mon application aussi, puis que je fais des mises à jour, je vais tout le temps cibler les plateformes que j'aurais choisies. Donc ça, je trouve ça super intéressant aussi. Ouais. Et ça permet aussi d'être très graduel finalement, parce que moi je vois tout à fait des gens qui vont commencer à faire une application sur Windows 10, Windows Store, pour la tablette, et qui tout d'un coup vont dire ah bah tiens on va évoluer l'application, et dans une version 1.1 par exemple, qui vont la publier pour l'Xbox aussi. Donc, oui. Donc Universal Windows Platform, si on met le côté Universal App, du coup côté développement, c'est la possibilité de packager, on l'a dit, du code iOS en recompilant, du code Android en recompilant, du code C# XAML, il est toujours là, de l'Universal App, il est toujours là, mais aussi de prendre un site web et d'en faire une app. Donc ça c'est quand même un petit peu nouveau, ça fait partie des annonces. Donc on prend un site web et on va le sortir du navigateur web pour en faire une app, bénéficier des notifications, bénéficier du dynamique. Il faut que ton site web continue à rouler parce qu'il va aller sur le serveur chercher. Exactement, c'est juste on sort du navigateur et on récupère l'intégration avec Cortana, on récupère tout ce que l'OS client approche, et surtout dans le monde de l'entreprise et pour les vieilles applis, c'est la possibilité de packager une application Win32, WPF, sur le store. Sur le store. Photoshop, par exemple. Et de l'isoler complètement dans une sandbox et de pouvoir du coup maintenant installer en un clic
effectivement un Photoshop, une vieille application sans passer par un assistant d'installation qui nous met plein de cochonneries. Donc là on met toujours toutes les cochonneries mais elles vont être isolées de manière à pouvoir également les installer en un clic. Et ça a énormément d'avantages pour l'utilisateur parce que deux choses, l'application va se mettre à jour automatiquement. Première chose, vous n'avez plus besoin d'aller vous-même sur le site internet pour mettre à jour votre application. Et surtout, les éditeurs n'ont pas le droit d'installer de crapware à côté. Alors, ce qu'on appelle des crapware, vous savez, c'est ces logiciels que vous découvrez un jour sur votre PC, vous ne savez même pas que vous avez installé parce que vous avez oublié de décocher une case, par exemple. Ou tous ces toolbars, vous savez, sur IE et lorsqu'on va chez des amis, on se rend compte qu'ils ont une dizaine de toolbars. Donc voilà, donc tout ça ne sera pas installable via le store, donc ce qui fera que Windows 10 va devenir une plateforme propre. Tout sans tous ces petits crapware et ces toolbars qui polluent très considérablement notre PC aujourd'hui. Une autre chose qu'on a appris durant les keynotes, c'est qu'ils ont finalement trouvé le nom du nouveau furteur qui va venir avec Windows. Ouais. Donc, ils l'ont nommé Microsoft Edge. Alors, une belle continuation, je trouve, avec l'Internet Explorer qu'on connaît tous. Je vais te redire pour les Français, donc le navigateur Internet. Le navigateur web. Alors, ce qui est très malin, donc Microsoft Edge, et qui a un logo qui rappelle énormément Internet Explorer. C'est-à-dire que ma maman ne sera pas perdue, mais le geek, lui, saura que c'est un nouveau navigateur. Par contre, le logo est quand même pas génial. Hein. Ouais, mais c'était bien. On dirait un bonhomme qui sourit. Ceux qui s'en foutaient, justement, les qui disaient ta mère, tout ça, eux, pour eux autres, c'est le même, c'est le nouveau. Ils pensent que c'est la même chose. Ouais. Nous, les techies, on sait que c'est totalement nouveau. Complètement, donc, Microsoft a comme pu s'enlever toute la contrainte de son patrimoine. Et d'ailleurs avec ça, et là on voit vraiment aussi le changement par rapport aux années précédentes, où quand même Internet Explorer, il y avait toujours dans la keynote, il y avait toujours Internet Explorer avec les développeurs là, qui venaient, etc. Et là maintenant vraiment le gros changement c'est que Internet Explorer finalement il passe au mode complètement on a fini, on va faire encore un petit peu de la maintenance mais il n'y a plus de nouveaux développements du tout. Il faut bien préciser que c'est pas juste un changement de nom, c'est vraiment un changement complet de logiciel. Il n'y a quasiment aucune partie qui a été... Ils ont fait par New Project. Hein. Voilà, et ils ont fait nouveau project. Alors, on parlait de iOS et Android, ce qui est intéressant, c'est encore une fois Microsoft va les taper un petit peu chez les voisins. Et dans Edge, donc ancien Project Spartan, on va pouvoir installer des extensions faites pour Chrome et pour Firefox. Ouais. Donc ça veut dire que le navigateur qui vient juste d'être lancé va déjà avoir une quantité énorme d'extensions qui viennent du monde de Chrome et Firefox. Est-ce qu'on peut dire moi je sais que je repars ici de cette conférence-là très confiant que Microsoft vont atteindre leur objectif ils veulent 1 milliard d'utilisateurs Windows dans 2 ans, dans 3 ans, ce qui semble un objectif assez ambitieux. Moi, j'y crois. Ça me semble raisonnable parce que finalement, la définition. Donc, il parle de 1 milliard de devices, pas d'utilisateurs. Ouais, c'est vrai. Mais la définition, par contre, il n'y a personne quand même qui a réussi à m'expliquer. Et même, j'ai parlé avec des exécutifs de Microsoft, il n'y a personne qui m'a dit ce que c'était un device. Hein. Donc, est-ce qu'on parle de téléphone? Est-ce qu'on parle de téléphone, tablette, etc. Là, c'est clair. PC, etc. Donc, juste pour qu'on se rende compte, maintenant, si je me rappelle bien, sur Windows 7, je crois qu'on est à peu près 250 millions. Windows 8, on est peut-être à peu près dans ces eaux-là, etc. Donc finalement, on est, rien qu'avec Windows 7, Windows 8, on est à moins de 500... À peu près 400 millions, je pense. Ouais, 400 millions, voilà. Mais par contre, est-ce qu'on parle, par exemple, tous les Raspberry Pi, ça sera un device ou pas? Donc ça, c'est là, ils vont arriver à 2 milliards. Alors là, on arrive à 1 milliard plus. Un objet connecté est un device. Ouais, complètement. Windows IoT, donc tout. Donc là, ça, ces définitions, moi, me paraît pas du tout. Et on se rend compte, l'autre jour, quelqu'un m'a dit, je sais pas si tu peux confirmer, Rudy, mais l'autre jour, quelqu'un m'a dit que Android KitKat est à 500 millions, par exemple. Ouais. Bon, ça me semble tout à fait plausible. 1 milliard, c'est pas un chiffre qui me fait peur. C'est un chiffre plutôt inspirant. Et en même temps, c'est aussi des chiffres qui ne veulent pas non plus dire grand-chose parce qu'on ne peut pas tellement se représenter. Quoi. Oui, il ne faut pas oublier que dans 3 ans, la miniaturisation aura fait effet et donc le Raspberry Pi deviendra un tout petit truc et que potentiellement même mon porte-clés sera un Windows 10 et plein d'autres choses sera un Windows 10. Donc non, oui, en effet, c'est clairement l'objectif peut être atteint sans aucun problème et on aura même des surprises au niveau des chiffres. Ouais. Votre mot de la fin. Donc, vous partez d'ici confiant, heureux d'avoir fait, parce que c'est un investissement qu'on fait tous en venant à la conférence. Hein? Ouais, disons que c'est un investissement, oui, en même temps, là j'ai quand même passé beaucoup de temps avec des clients, etc. Donc il y a quand même, c'est un investissement qui se repaye quelque part, donc c'est clair.
Moi, ce qui m'a vraiment enthousiasmé, c'est que ça fait quand même 2-3 ans que je me dis quelle belle période pour être un développeur. Et là, c'est vraiment maintenant qu'on a vraiment ce software qui sort du PC, qui va vraiment sur les devices. Déjà téléphoné pour le téléphone, développé pour le téléphone, c'est déjà beau, parce qu'on l'a toujours dans la poche, on l'a toujours, etc. Mais vraiment, quand on commence à développer pour IoT, hein, quand on commence à développer pour sa maison, quand on commence à développer pour HoloLens, à la limite, c'est quand même des belles expériences. Ouais. Moi, je repars bien inspiré. Ouais. Moi, je repars fatigué. Ouais, voilà, on est tous fatigués. Trop de soirées en 3 jours, trop de gens avec qui on a envie de discuter, trop d'informations, trop de débats derrière, donc fatigué. Mais c'était cool. Très cool. Ouais. Bon, pour ma part, je repars pas en fait. Je reste à San Francisco, donc parce que je vais déménager et vivre dans la Silicon Valley. Non, je repars très enthousiaste. J'avais peur, vraiment, le premier jour, la keynote, quand ils ont commencé à parler d'Android, j'étais là. Non, parce que c'est une information qu'en IVP on a depuis quand même quelques temps et on a peut-être espéré que finalement ils font pas, mais finalement avec du recul ils auraient pu juste utiliser une machine virtuelle et que n'importe qui puisse déployer l'application Android dessus. Non, c'est pas ça. Donc ils ont été très intelligents, les sessions ont été très intéressantes et j'ai pu voir sur Twitter qu'il y avait plein d'autres sessions que j'ai loupées qui étaient aussi intéressantes, donc je vais me faire un plaisir de pouvoir les regarder. Je pense que la build n'est pas finie en fait. C'est-à-dire qu'on va tous rentrer chez soi, on va aller au boulot et puis dans le casque pendant qu'on travaille on va écouter les sessions qu'on a loupées. Donc là la build à mon avis pendant au moins 10-15 jours on est encore dedans. Tout à fait. Puis c'est vrai pour nos auditeurs, hein, tout est disponible, c'est sur Channel 9, on va mettre le lien nous sur la page. Donc vous allez pouvoir aisément vous aussi assister aux mêmes conférences que nous on a vues. Et puis aussi la partie qui est quand même très positive, c'est vraiment l'accessibilité des gens de Windows, l'ouverture des gens de Windows, c'est vraiment beaucoup amélioré. Déjà l'année passée c'était bien, cette année c'est très clair maintenant très bien. On peut vraiment parler avec eux, ils peuvent enfin nous parler de ce qu'ils font. Donc nous on va terminer là-dessus parce que c'est l'heure pour nous de se commander une bière parce que la madame en anglais elle comprend pas ce qu'on a dit présentement en français. Hold on, we'll be back with you. Donc sur ce, on vous souhaite bonne programmation, bonne écoute de vos du Channel 9. On se revoit le mois prochain. Et puis faites des apps. Oui, hein? Bye bye.